Le 21 mai 2025, un convoi entre Ouagadougou et la routine bascule, pendant que fierté et peur cohabitent dans la même rue. Environ 6 milliards de francs CFA concentrés en blindés, drones et communications modernes pour les VDP promettent de mieux voir, de mieux se parler, de mieux tenir face aux embuscades et aux engins explosifs improvisés. Mais que change réellement ce seuil pour la sécurité, l'autonomie et la vie ordinaire sous Ibrahim Traoré si les partenaires évoqués ont eux aussi leurs intérêts? Ce n'est pas une victoire annoncée, c'est le premier verrou et il faut voir s'il tient. Ce récit s'engage sur une promesse simple et vérifiable: partir d'un fait précis, puis suivre ses effets en chaîne sans extrapoler au-delà de ce que les éléments disponibles permettent d'affirmer. L'intérêt pour le public est direct: comprendre ce que cette bascule change concrètement ici et maintenant, plutôt que d'additionner des slogans ou des positions de principe. Le bénéfice attendu tient en peu de mots: mieux protéger, mieux décider, mieux durer. Les enjeux se déploient sur trois plans imbriqués. D'abord la sécurité, réduire la vulnérabilité face aux embuscades et aux engins explosifs improvisés, raccourcir le délai entre un signal et une décision, limiter l'effet de surprise. Ensuite, l'autonomie politique, refuser une aide conditionnelle et diversifier les partenariats pose une question de cohérence entre discours et contraintes réelles. Enfin, la vie ordinaire, la fierté visible lors du passage du convoi coexiste avec une peur héritée d'années d'insécurité et cette tension pèse sur les attentes quotidiennes. Un point discret traverse l'ensemble. Si la capacité augmente, l'exigence de résultats devient plus forte. Dès le départ, les chiffres précèdent les slogans: environ 6 milliards de francs CFA livrés le 21 mai 2025 en une seule journée. En entrant à Ouagadougou, ce convoi installe un avant-après assumé, non comme une aide de routine, mais comme un seuil politique et opérationnel clairement affiché. À partir de ce point, le contexte peut être resserré sans perdre l'essentiel. Le paquet remis aux volontaires pour la patrie ne relève pas de l'humanitaire. Blindés, drones et communications modernes répondent à une guerre asymétrique décrite comme structurante. Les embuscades et les engins explosifs improvisés imposent un tempo où la surprise décide souvent de l'issue. La logique avancée est simple et répétée: voir plus tôt, se parler mieux, décider plus vite, pour réduire l'avantage du surgissement adverse. Dans cette architecture, les drones occupent une place centrale. Ils ne sont pas présentés comme un gadget, mais comme un changement d'échelle fonctionnelle, parce qu'ils produisent du renseignement en temps réel et raccourcissent le délai entre détection et décision. Le récit oppose explicitement cette capacité à une période antérieure décrite comme plus passive, marquée par des angles morts et une réaction tardive. La date du 21 mai 2025 devient ainsi une frontière narrative claire: avant, l'initiative subie; après, l'initiative recherchée. Une seconde couche apparaît alors, plus politique. La scène militaire fonctionne aussi comme message international. Le Burkina Faso y est décrit comme refusant une aide assortie de conditions et cherchant à diversifier ses partenariats. C'est ici que Ibrahim Traoré s'insère naturellement dans le récit, non comme une figure décorative, mais comme l'ancrage d'une volonté d'autodétermination transformée en choix visible et assumé. La question reste ouverte et structurante. Comment renforcer la défense sans déplacer la dépendance lorsque les partenaires évoqués poursuivent eux aussi leurs intérêts? Cette interrogation, posée dès maintenant, guidera la suite du raisonnement. Le personnage guide de ce récit n'est pas un chef d'État ni un général, mais un duo fonctionnel qui permet de comprendre ce que l'équipement est censé changer concrètement. D'un côté, le volontaire des VDP sur le terrain,
exposés à la fatigue, à l'incertitude et à la menace constante des embuscades. De l'autre, l'unité reliée au reste du dispositif, celle qui capte, transmet et coordonne, souvent hors du champ visible. À ce niveau, l'impact le plus immédiat est celui de la survie. Sur des axes où l'attaque surprise et les engins explosifs improvisés sont décrits comme des risques structurels, un véhicule mieux protégé ne transforme pas la guerre, mais il réduit la part d'aléatoire. Avancer, évacuer, tenir une position quelques heures de plus devient possible là où la vulnérabilité imposait l'arrêt ou le détour. Ce gain est discret mais décisif à l'échelle du quotidien opérationnel. Vient ensuite la réactivité. La surveillance aérienne et la transmission fluidifiée raccourcissent le temps entre un signal faible et une décision concrète. Le texte insiste sur le renseignement en temps réel et sur une coordination plus continue qui limite les angles morts et réduit l'effet de surprise. Rien de spectaculaire n'est promis. L'amélioration est décrite comme cumulative, minute après minute. Un troisième effet apparaît alors, moins matériel mais tout aussi central, le moral. L'équipement est présenté comme une confiance transférée autant qu'une capacité technique, voire plus loin, se parler sans rupture, se déplacer avec moins d'incertitude modifie la posture, sans effacer le risque. En clair, tout tient en peu de mots. Réduire l'imprévu change déjà la donne. Avant le 21 mai 2025, le récit décrit une posture contrainte. Les routes exposées imposent des détours. Les embuscades et les engins explosifs improvisés dictent le rythme et la défense est souvent présentée comme plus réactive que proactive. Les outils existent, mais ils sont fragmentés, dispersés, et la détection arrive tard. Dans ce cadre, l'adversaire conserve l'avantage du surgissement et la décision suit plus qu'elle n'anticipe. Le déclenchement intervient avec une mise en scène assumée. En entrant à Ouagadougou, le convoi concentre en un point visible des moyens hétérogènes mais complémentaires. Blindés, drones et communications modernes remis aux volontaires pour la patrie. Cette concentration crée un effet de seuil. Il ne s'agit pas d'additionner des équipements, mais de signaler un basculement voulu, lisible, daté. La date du 21 mai 2025 devient un repère clair pour installer un avant-après, sans multiplier les chiffres. Le point culminant se construit par couches successives. Les blindés sont d'abord décrits comme une réponse directe aux menaces concrètes, mines, embuscades, axes à risque. Ils jouent un rôle de bouclier, mais aussi de levier psychologique en réduisant l'incertitude immédiate. Les drones ajoutent ensuite une dimension de distance et de portée. Ils permettent de surveiller de vastes zones, de détecter plus tôt et de produire du renseignement en temps réel. Enfin, les communications modernisées ferment la boucle. Elles relient les unités, fluidifient la chaîne de commandement et raccourcissent le délai entre signal et décision. La rupture promise n'est pas la puissance brute, mais la combinaison protection-vision-coordination. Autour de ce cœur technique, la scène prend une dimension politique et symbolique. Le passage du convoi dans les rues poussiéreuses est décrit comme un moment de visibilité nationale, où fierté et peur cohabitent. Les habitants deviennent témoins d'un tournant. Le convoi n'est plus seulement un moyen, il devient un message adressé à l'extérieur. Il met en avant le refus d'une aide conditionnelle et la diversification des partenariats, présentés comme une tentative de reconfigurer la marge de manœuvre du pays. Dans cette narration, Ibrahim Traoré apparaît comme le point d'ancrage politique de ce choix, celui qui assume le passage d'un modèle d'assistance vers un modèle d'initiative affiché. Viennent alors les répliques. Le récit introduit une tension stratégique qui dépasse l'événement lui-même. Les partenaires évoqués ont aussi leurs intérêts, et la question du long terme s'impose.
Comment préserver l'autonomie sans glisser vers une nouvelle dépendance? Des inquiétudes et des avertissements attribués à des analystes occidentaux sont mentionnés, tout comme la possibilité de réactions plus dures face à un changement de trajectoire. Le gain sécuritaire potentiel se double d'un risque diplomatique et économique. Ainsi, l'événement cesse d'être une simple livraison. Il devient un test. Capacité militaire, cohérence politique et coût réel de l'autonomie se croisent dans une même ligne de temps. Le avant-après n'est pas seulement technique, il engage une trajectoire qui devra être tenue, ajustée et évaluée au-delà de l'image initiale. Trois données structurent la lecture quantitative minimale du basculement, sans prétendre à l'exhaustivité. Elles ne visent donc pas à prouver un succès, mais à installer un avant-après lisible, un montant, une date, une fonction. Ensemble, elles dessinent un delta fonctionnel plutôt qu'un tableau statistique. La première donnée est le montant, environ 6 milliards de francs. CFA, livrés en une seule journée, constituent une masse visible et concentrée. Le texte ne compare pas cette somme à un budget annuel ni à une moyenne passée. Il insiste sur l'effet de seuil. Avant, les ressources y étaient décrites comme morcelées et diluées, difficiles à lire comme un choix stratégique. Après, la concentration en un seul convoi crée un effet de masse immédiatement perceptible. Ce passage du diffus au concentré ne mesure pas une victoire, mais il modifie la perception collective de la capacité et de la volonté d'agir. La deuxième donnée est la date. Le 21 mai 2025 sert de repère temporel clair pour fixer une frontière narrative. Avant cette date, la défense est décrite comme plus passive, contrainte par des outils limités et une détection lacunaire. Après, blindés, drones et communication moderne sont intégrés dans une logique de système. La datation permet de lire le changement sans multiplier les chiffres. Elle installe un point de comparaison simple, réaction tardive avant, initiative recherchée après. La valeur de la date tient à sa lisibilité, pas à sa précision comptable. La troisième donnée est fonctionnelle. Le texte insiste sur le rôle des drones, sans chiffrer surface couverte ni durée de vol. Cette absence de chiffres détaillés n'est pas un manque, mais un choix narratif. La fonction mise en avant est la production de renseignements en temps réel et la réduction du délai entre détection et décision. Le delta se lit ainsi. Auparavant, la détection arrivait trop tard pour empêcher l'effet de surprise. Désormais, elle est présentée comme plus continue, ce qui réduit le temps mort opérationnel. La valeur n'est pas exprimée en pourcentage, mais en capacité de réaction. À partir de ces trois points, le récit décrit une transition cohérente. Avant, la situation suggérée combine véhicules vulnérables aux mines, communication fragmentée et doctrine essentiellement réactive. Après, il est question de blindés offrant une meilleure protection contre mines et embuscades, de drones assurant une veille aérienne élargie et de réseaux modernisés reliant les unités. Le changement n'est pas présenté comme une accumulation de moyens, mais comme un couplage. Protection, vision, coordination. Trois effets concrets sont alors dégagés. D'abord, la survie. La protection accrue réduit l'exposition immédiate aux engins explosifs improvisés. Ensuite, la réactivité. Le renseignement aérien et la transmission fluidifiée diminuent le délai entre signal et action. Enfin, la cohérence. Les communications modernisées limitent les erreurs et l'effet de surprise. Chaque effet est expliqué en une phrase simple, sans promesse d'invulnérabilité. Dans cette lecture sobre, le rôle politique d'Ibrahim Traoré apparaît en filigrane. Le montant, la date et la fonction deviennent des arguments de souveraineté affichés plus que des statistiques cafradestiques détaillées. La démonstration reste volontairement minimale.
Elle vise à montrer qu'un avant-après crédible peut être installé sans inflation de chiffres. La question n'est pas de savoir si ces données garantissent le succès, mais si elles soutiennent une posture plus anticipatrice sans créer de nouvelles contraintes. Les partisans de cette bascule avancent donc deux arguments solides, formulés sans caricature. Le premier est opérationnel. Moderniser rapidement et visiblement la défense réduirait la vulnérabilité face aux embuscades et aux engins explosifs improvisés. Les blindés sont décrits comme une protection immédiate sur les axes, à risque, les drones comme un multiplicateur de surveillance et les communications comme la condition d'une coordination plus précise. Dans cette lecture, l'effet n'est pas spectaculaire mais cumulatif, moins d'angles morts, des décisions plus rapides et une capacité accrue à reprendre l'initiative locale, même sans renverser l'équilibre général. Le second argument est politique. Refuser une aide conditionnelle et diversifier les partenariats redonnerait une marge de décision plus concrète qu'un discours abstrait. Le convoi devient alors un signal adressé autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le pays n'attend plus d'être sauvé, il choisit. Cette affirmation d'autodétermination, associée à la ligne portée sous Ibrahim Traoré, est présentée comme un levier de cohésion interne et de crédibilité, capable de transformer une posture subie en posture assumée. Les critiques peuvent toutefois être formulées avec la même rigueur. Un premier point concerne le déplacement de la dépendance. Remplacer des appuis occidentaux par des partenariats russes ou chinois risque de changer de tuteur sans supprimer la contrainte. Le texte reconnaît que ces partenaires poursuivent des intérêts stratégiques et que l'absence de conditions affichées n'équivaut pas à une neutralité durable. Un second point touche à la réaction extérieure. Une reconfiguration rapide peut provoquer des avertissements, des pressions, voire des sanctions, au moment même où l'État investit massivement dans sa défense. Le gain sécuritaire pourrait alors s'accompagner d'un coût économique et diplomatique non négligeable. La réponse la plus fidèle au récit n'est pas de trancher, mais de poser une condition. L'autonomie militaire ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'un contrôle interne solide. Maintenance, formation, financement et arbitrage politique doivent rester maîtrisés. Autrement dit, la diversification n'est un progrès que si elle reste gouvernée. Sous Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas de choisir un camp, mais de conserver la capacité à dire non même à ceux qui équipent. À mi-parcours, le récit change de focale. Il ne s'agit plus seulement de savoir si les blindés protègent mieux ou si les drones voyagent plus loin, mais de comprendre ce que cette montée en capacité déplace réellement dans la structure des choix. La bascule décrite n'est pas d'abord technique, elle est organisationnelle. Les équipements comptent parce qu'ils obligent à coordonner, à décider plus vite et à assumer publiquement une ligne. Cette révélation reconfigure la lecture précédente. La question n'est plus avons-nous plus de moyens, mais qui tient le cadre quand les moyens arrivent? Les communications modernisées ferment la boucle entre information et décision et exposent la chaîne de commandement à un test permanent de cohérence. Voir plus tôt n'a de sens que si l'arbitrage suit, sans délai ni contradiction, sur le terrain comme au sommet. C'est ici que Ibrahim Traoré revient comme charnière du raisonnement. Il relie le geste militaire à une stratégie plus large, refuser l'aide conditionnelle, afficher l'autodétermination et accepter la visibilité internationale qui en découle. Le texte laisse entendre que cette visibilité est un prix autant qu'un levier car elle rend chaque décision plus lisible et donc plus contestable. La révélation médiane est simple et exigeante. Les équipements ouvrent un espace de décision. Ils n'en garantissent n'allez pas l'usage. Tout l'enjeu se déplace vers la capacité à tenir l'équilibre entre
appui utile et influence potentielle. La suite dira si cet espace est réellement occupé. Les effets de cette bascule ne se déploient pas de manière uniforme. Ils se lisent différemment selon les acteurs concernés, chacun avec ses attentes, ses contraintes et son horizon temporel. Le récit permet d'en distinguer quatre, sans promettre un bénéfice automatique pour aucun. Pour l'État, l'enjeu est d'abord opérationnel et politique. L'arrivée de blindés, de drones et de communications modernes vise à reprendre l'initiative dans un environnement asymétrique. La promesse est courte et répétée. Mieux protéger, mieux voir, mieux coordonner. Les blindés sont présentés comme une réponse directe aux mines et aux embuscades, réduisant le risque immédiat sur les axes. Les drones déplacent le centre de gravité vers l'anticipation en permettant une surveillance plus large et plus continue. Les communications, enfin, rendent l'exécution plus cohérente. Sur le plan politique, l'événement sert aussi de signal. Sous Ibrahim Traoré, l'État affirme qu'il ne veut plus dépendre d'une aide assortie de conditions et qu'il choisit ses partenariats au prix d'une exposition internationale accrue. Pour les entreprises, l'impact est indirect mais central. Le texte ne détaille pas les secteurs, mais il suggère un mécanisme simple. Si la sécurité se stabilise, même partiellement, les flux deviennent plus prévisibles. Moins d'incertitude sur les routes et les zones à risque signifie davantage de continuité dans l'activité, donc un espace plus lisible pour produire, transporter et investir. En contrepartie, la reconfiguration géopolitique introduit un risque. Des critiques, des avertissements ou des réactions extérieures plus dures peuvent compliquer l'accès à certains marchés ou circuits de financement. Le gain sécuritaire potentiel s'accompagne ainsi d'un coût diplomatique possible. Pour les citoyens, l'effet se déploie sur deux registres qui coexistent. D'un côté, la protection et le moral. Voir des équipements modernes est raconté comme une restauration de fierté, l'idée que le pays se tient sur ses deux pieds. Cette perception peut réduire la peur diffuse liée au déplacement et à la vie quotidienne. De l'autre côté, le récit rappelle que la guerre asymétrique ne disparaît pas par décret. La modernisation promet une capacité accrue, mais elle n'efface ni la fatigue accumulée, ni l'attente de résultats tangibles. Plus la force est affichée, plus l'exigence de sécurité durable devient forte. Pour la région, enfin, l'événement s'inscrit dans une dynamique plus large. Il suggère un possible effet d'entraînement, un modèle d'autodétermination que d'autres pays pourraient observer. Mais il introduit aussi un dilemme. À mesure que de nouveaux partenaires gagnent en influence, l'espace régional devient un terrain de compétition stratégique. L'équilibre dépendra alors de la capacité à coopérer sans importer des rivalités extérieures. Ainsi, sous Ibrahim Traoré, la bascule crée un potentiel différencié. Elle ouvre des options sans garantir leurs effets. Tout se jouera dans la manière dont ces quatre groupes verront concrètement leurs contraintes évoluer dans le temps. À partir du même point de départ, un convoi visible, des capacités renforcées et une ligne d'autonomie affichée, le récit permet d'envisager trois trajectoires plausibles, sans prétendre prédire l'avenir. Chacune repose sur une condition différente et chacune éclaire un risque distinct. Dans un scénario de base, la modernisation produit des gains tactiques partiels. Les blindés réduisent certains risques sur les axes, les drones améliorent la surveillance et les communications rendent la coordination plus régulière. L'environnement reste toutefois instable, car l'adversaire s'adapte et les contraintes logistiques persistent. Sur le plan international, les partenariats non occidentaux se consolident de façon pragmatique, tandis que les critiques extérieures se maintiennent sans basculer en rupture. Si les capacités sont entretenues et intégrées sans surcharge,
alors l'État gagne en réactivité sans transformer l'équilibre général. Dans un scénario favorable, le système décrit commence à fonctionner comme un tout. Le renseignement en temps réel réduit l'effet de surprise. Les décisions sont plus rapides et certaines zones ressentent une baisse de la peur, même sans pacification complète. Le moral progresse parce que la protection et la coordination donnent un sentiment de maîtrise. Diplomatiquement, les choix sont présentés comme une diversification plutôt que comme une rupture, ce qui limite les réactions hostiles. Si la cohérence interne tient et que l'équilibre des partenariats est préservé, alors la posture gagne en crédibilité sous Ibrahim Traoré. Dans un scénario dégradé, la montée en puissance crée plus de tension que de stabilité. Les partenaires extérieurs, porteurs d'intérêts propres, obtiennent une influence plus lourde et la dépendance se déplace. Des réactions internationales plus dures surgissent, avertissements, pressions, possibles sanctions, compliquant l'économie et le financement. Sur le terrain, les gains existent, mais sont absorbés par l'adaptation adverse. Si l'appui extérieur dicte le cadre, alors l'autonomie proclamée se fragilise. Une recommandation traverse ces scénarios, raisonner en conditions plutôt qu'en promesses. Les équipements ouvrent des options. Ils n'en garantissent pas l'issue. La trajectoire dépendra moins de l'arrivée des moyens que de la capacité à garder la main sur les choix, à ajuster sans se renier et à accepter des arbitrages visibles quand les coûts apparaissent. Cette séquence ramène la discussion à ce qui concerne directement le public, sans slogan ni abstraction. Pour un premier groupe, celui qui attend avant tout de la sécurité, la question est pratique. Les routes deviennent-elles moins dangereuses? Les déplacements sont-ils plus prévisibles? Le récit suggère que la protection accrue et la coordination peuvent réduire certains risques immédiats, mais il rappelle aussi que l'adversaire s'adapte. L'amélioration, si elle existe, devra être tenue dans le temps, entretenue et organisée pour ne pas se dissiper. Pour un deuxième groupe, plus attentif aux dépendances, l'enjeu est politique et économique. Refuser une aide conditionnelle peut libérer une marge de décision, mais un nouveau partenariat peut aussi peser. La question posée est simple. Les choix extérieurs renforcent-ils la capacité à décider ou déplacent-ils la contrainte ailleurs? Sous Ibrahim Traoré, cette interrogation devient centrale, car ses effets se répercutent sur l'économie, les services et la stabilité intérieure. Un troisième groupe cherche un sens collectif. La scène du convoi sert alors de miroir. Elle raconte une volonté de se tenir debout, de décider, de ne plus subir. Ce sentiment peut unir et redonner confiance, mais il crée aussi une exigence accrue. Si l'État affiche une nouvelle force, il doit produire des résultats visibles sans enfermer la société dans une logique uniquement militaire. Deux pistes d'attention émergent, sans recette miracle. D'abord, observer les effets concrets plutôt que les proclamations en distinguant ce qui change réellement sur le terrain de ce qui relève du discours. Ensuite, garder une question simple en tête. Les décisions prises aujourd'hui rendent-elles le quotidien plus respirable ou déplacent-elles les tensions à demain? Une feuille de route crédible, telle qu'elle se dégage du récit, ne promet pas un résultat. Elle organise un test. Elle relie sécurité immédiate, autonomie durable et équilibre des partenariats, sans ajouter de faits nouveaux. Quatre étapes se dessinent, chacune mesurable par des signes simples plutôt que par des slogans. À court terme, la priorité est l'intégration. Blindés, drones et communication doivent fonctionner comme un système cohérent. Cela suppose une clarification des rôles, de l'opérateur au commandement et des critères lisibles. Continuité des liaisons, cohérence des ordres, réduction des erreurs de transmission. L'objectif n'est pas l'intensité, mais la fiabilité quotidienne. Dans le même mouvement, il faut raccourcir la chaîne renseignement-décision.
Le texte insiste sur le temps réel. Relier surveillance aérienne, centres de décision locaux et unité au sol doit produire un indicateur clair, moins de délai entre détection et réaction. Si ce délai baisse, la posture anticipatrice devient tangible sans nécessiter de nouvelles annonces. À moyen terme, l'enjeu est la mobilité et la survie. La protection contre mines et embuscades est un bénéfice attendu des blindés. Les signes à suivre sont concrets. Capacité à maintenir les déplacements sur les axes à risque, continuité des opérations, confiance opérationnelle accrue des forces et des volontaires, VDP. En parallèle, les partenariats doivent être encadrés. Le critère n'est pas l'alignement, mais l'équilibre. Accord perçu comme réversible, capacité à refuser des exigences incompatibles avec la souveraineté, limitation des coûts diplomatiques. Sous Ibrahim Traoré, cette discipline de cohérence devient la condition finale. Si les outils renforcent la décision sans capturer la politique, l'autonomie progresse. S'il dicte le cadre, la promesse se vide. On revient alors à l'image initiale, simple et parlante. Une matinée ordinaire à Ouagadougou, puis un convoi qui traverse la ville et modifie l'atmosphère. Ce n'est pas seulement la poussière soulevée par les véhicules qui marque les esprits, mais le contraste entre la continuité du quotidien et la portée stratégique du geste. La vie ordinaire suit son cours, tandis qu'en arrière-plan se joue une décision lourde de conséquences. Les blindés deviennent un bouclier, les drones un regard, les communications un lien. Cette triade résume la promesse formulée dès le départ, réduire l'incertitude sans prétendre l'effacer. Mais au fil du récit, le centre de gravité s'est déplacé. La question n'est plus uniquement celle de l'équipement, mais celle de la liberté de choix dans un environnement de partenariat intéressé et de pression croisée. C'est ici que le nom d'Ibrahim Traoré trouve sa place finale. Il ne fonctionne pas comme un slogan, mais comme le symbole d'un pari politique, affirmer l'autodétermination tout en refusant de simplement changer de dépendance. Le texte ne célèbre pas une victoire acquise, il décrit un seuil, un moment où la trajectoire peut se consolider ou se fragiliser. La phrase qui s'impose est sobre. L'autonomie se prouve par la durée. La scène finale ne cherche pas à conclure de manière définitive. Elle ouvre plutôt un espace de réflexion collective. Ce récit n'invite ni à l'adhésion automatique ni au rejet réflexe. Il propose un cadre pour observer, comparer et discuter à partir de faits identifiés et de conditions explicites. Au moment où la sécurité, l'autonomie et les partenariats deviennent des sujets concrets, visibles, presque quotidiens. L'enjeu dépasse un convoi ou une date. Il touche à une question plus large. Comment un pays peut-il renforcer sa défense tout en préservant sa capacité à décider sans déplacer simplement la contrainte d'un acteur à un autre? Sous Ibrahim Traoré, cette interrogation n'est pas théorique. Elle se traduit par des choix dont les effets seront mesurables dans le temps, pour l'État, l'économie, les citoyens et l'environnement régional. La discussion peut rester calme et précise. Quels critères doit primer? Les résultats immédiats sur le terrain, l'équilibre diplomatique ou la solidité économique qui permet de tenir dans la durée? Et si d'autres pays du Sahel empruntaient une trajectoire comparable, cela renforcerait-il une autonomie régionale ou déplacerait-il la compétition des puissances vers de nouveaux terrains?